Rocasphère de retour après la trêve internationale avec un bilan contrasté cette semaine. Reprise compliquée en Euroleague pour la Roca Team avec une défaite sur le parquet de Milan, mais aussi deux belles victoires contre l'Asvel en Coupe de France et contre Cholet en Betclic Elite hier soir. Nous avons eu la chance de nous entretenir avec la nouvelle recrue de la Roca Team, Daniel Theis. C'était le jour de sa présentation officielle. Entretien à suivre dans Rocasphère. Enfin, on se concentrera sur la semaine à venir. Monaco enchaîne le deuxième de ses 3 déplacements consécutifs en Euroleague. Ce sera à Paris mercredi. Focus sur cette équipe parisienne, toujours en course pour les playoffs et portée par un incroyable TJ Shorts. Quel bonheur de vous retrouver sur le plateau de Rocasphère, votre rendez-vous basket tous les lundis 19h50 sur TV Monaco. Avec moi ce soir, mon 2 majeur, vous en avez l'habitude, ça nous fait rire à chaque fois ça. Yohan Cherami et Ben Monclar, comment ça va les amis? Super. Très bien, bonjour tout le monde. On est content après la trêve là, de retrouver la Rocasphère. Et puis de retrouver l'évaluation, et ça commence tout de suite, c'est parti pour l'éval. On l'a donc précisé dans le sommaire, messieurs, cette semaine de la Roca Team avec 3 matchs au programme, cette défaite à Milan en Euroleague, une belle victoire en Coupe de France contre l'Asvel et cette victoire aussi sur le parquet de Cholet, une des plus belles équipes du championnat de France cette saison hier soir. On va donner vos notes, on va commencer avec toi Ben. Oui, moi j'ai donné 6, voilà. Je voulais pas être trop dur avec cette équipe. Au Mans, à Milan, c'était mitigé. Mais ils ont quand même été dans le match ils sont revenus dans le match sur cette fin de rencontre, et puis cette belle victoire à Cholet me fait dire que voilà, c'est encourageant, même si on est un peu frustré. Yohan? Pareil, moi j'ai mis 6, je pense qu'il faut quand même être positif. Mine de rien, tu avais 3 compétitions différentes à jouer, c'est toujours difficile de basculer de l'une à l'autre. Et puis quand tu regardes le bilan de cette semaine, malgré tout, tu as une qualification en demi-finale de Coupe de France face à l'Asvel, qui est quand même prétendant au titre. Hier, tu gagnes face à Cholet, 3e de Betclic Elite, qui te permet de prendre la tête du championnat. Il y a eu cette défaite en Euroleague au milieu de la semaine, c'est un petit peu dommage, sachant que tu as cette dernière minute où tu arrives à recoller au score, mais globalement, je trouve quand même que c'est positif. Quand tu te qualifies encore une fois en demi-finale de Coupe de France et que tu prends la tête du championnat, ça mérite un vrai 6 sur 10. Ouais. Ce match à Milan, il est quand même frustrant. Même s'ils ont eu des balles pour gagner, on est quand même... Sur la forme, on est quand même frustré. Et on va en parler dans quelques instants de ce match contre Milan. La rédaction des sports de TV Monaco a également noté cette semaine, a accordé une note de 5,3, ce qui donne une moyenne totale de 5,8. Ça rejoint les notes que vous avez données tout à l'heure, Yohan et Ben. Avant de rentrer plus en détail dans cette rencontre contre Milan, la Roca Team qui était donc en déplacement en Italie, Anthony Casal et Sylvie Ferreira ont eu la chance de suivre l'équipe en inside lors de ce déplacement en Italie avec plusieurs enjeux, notamment le retour des internationaux, ce 2e match en 3 jours après la Coupe de France, l'intégration d'un nouveau joueur et puis l'attaque de cette dernière ligne droite d'Euroleague. Retour sur ce rendez-vous manqué par la Roca Team, un sujet monté par Jean-Louis David. En Lombardie, c'est l'heure des derniers soins pour les joueurs monégasques. La veille de chaque match, on va avoir une session de soins avec différents joueurs. Il n'y a aucune obligation, c'est en fonction des besoins de chacun. Avec l'enchaînement des matchs, des tournois qu'on a pu avoir avec la Leaders Cup, de fenêtres internationales, les corps sont impactés. Quand on regarde un Elio Kobo, donc il a enchaîné avec l'équipe nationale, où il a joué aussi beaucoup. On était un peu plus focus par rapport à son bobo qu'il a eu contre Asvel. Sensible, ça va mal, supportable. On communique, on essaie vraiment de savoir de ce que le joueur a besoin et on se met au service du joueur. Fais gaffe à la charge de travail des gars. C'est vraiment primordial pour espérer les conserver au mieux dans un état optimal pour attaquer cette fin de saison.
De retour aux affaires sur la scène européenne, Monaco attaque la dernière ligne droite de la saison régulière. Il nous reste 8 matchs en Euroleague, donc le but ça va être de récupérer un maximum de matchs sur ces 8 matchs parce que c'est ça qui va faire la différence là maintenant. On le voit avec le classement de l'Euroleague qui est hyper serré tout le temps. I think it's very important for seeding right now, and all the teams are, 1 or 2 or 3 wins away from each other. So this is an important one. Dans ce sprint final, la Roca Team peut compter sur les services d'un nouveau joueur, Daniel Theis. Arrivé il y a plus d'une semaine sur le Rocher, l'Allemand vient renforcer l'effectif monégasque. Et je pense que c'est pas le joueur le plus difficile à intégrer non plus dans une équipe. Après la difficulté peut-être plus pour lui, c'est d'apprendre tous les systèmes comme ça en cours de route, sachant qu'il vient d'arriver. We see what he does on offensive end, but he brings another level also defensively for us, and I think he'll do well here. Face à Milan, près de 50 supporters ont fait le déplacement. C'est tellement rapproché qu'il faut essayer de gagner pratiquement tous les matchs. En plus, je crois que nous, on a plus de matchs à l'extérieur qu'à la maison. Ils ont besoin du soutien. On compte sur nos joueurs pour mettre un coup de clim sur la salle, parce que si on commence à mener, à Milan, on est au théâtre, on sera tranquille, on nous entendra beaucoup plus. C'est toujours plaisir d'avoir des supporters dans les autres salles que la nôtre. C'est toujours quelque chose de savoir que tu as des gens qui ont fait le déplacement justement pour toi, pour venir te supporter, pour venir t'encourager, et puis c'est vraiment agréable, c'est une responsabilité en plus. Everyone wants to, get that first win, and so I expect a physical, fast-paced game. En général, offensivement, c'est pas trop là où on pêche, mais voilà, si on arrive à les stopper défensivement, déjà on va faciliter beaucoup le match. Dans le sillage d'un Jordan Lloyd très adroit, la Roca Team prend rapidement les commandes de la rencontre. Mais dans cette lutte acharnée, la réaction des Milanais ne se fait pas prier. We had one quarter of really bad defense, and we didn't guard the three-point line. So when you're on the road and a team like this that can really shoot, you give them confidence. It's going to be a long night. And create and attack, and we have everything. White, stop first. Let's go. Stop first. Imprécis dans le dernier geste, les hommes de Vassilis Spanoulis courent après le score. It's hard when you're down all game and you finally take the lead, and it's hard to close it out, especially on the road. Dans le dernier quart-temps, Elio Kobo ravive les espoirs monégasques. Monaco rattrape son retard,
mais craque dans les dernières minutes. You know, obviously we didn't play our best game. We just have to go back, watch film, get together, and remember the way we were playing basketball at the beginning when Coach Manoulis first came here. We're gonna be positive and bounce back, and everything's still in front of us. Voilà donc Monaco qui est battu sur ce parquet de Milan, un match frustrant, tu le disais Ben, où il a quand même au final manqué un petit peu de tout. Oui, c'est ça, ils sont dans le match, en fait c'est ce deuxième quart-temps, ils encaissent plus de 30 points dans ce deuxième quart-temps, défensivement ils n'y étaient pas. Et ensuite ils reviennent sur la fin, mais on sent que c'est par à-coup. En fait, ils sont pas rouleau compresseur. Il y a des hauts, il y a des bas, défensivement, offensivement. On voit de très bonnes choses. Voilà, cet énorme dunk de Peter Corneli. Et puis par moments, on est extrêmement frustré parce que la balle ne bouge pas assez, parce que manque d'adresse, parce que erreur de concentration. Et c'est dommage. On attend mieux de cette équipe de Monaco. Voilà, on attend mieux. Sur la forme surtout. Après, perdre à Milan de 6 points dans un match serré, ça peut arriver. Mais sur la forme, c'est frustrant. Oui, c'est vrai qu'on revoit de plus en plus de jeux en isolation, Johan, ce qui doit particulièrement agacer Vasilis Spanoulis. Ouais, moi je trouve que l'équipe manque de plus en plus de fluidité, de créativité, ce qui faisait la force finalement de la Roca Team au mois de novembre et au mois de décembre, en janvier aussi. Et j'insiste sur le mois de novembre et le mois de décembre puisque c'était le moment où Vasilis Spanoulis était arrivé à la tête de cette équipe. Et donc on avait vu tout de suite des prémices de jeu, une identité. On était vraiment très séduit finalement par ce que nous proposaient les Roca Boys. On avait cette identité de jeu qui quelque part se délite un peu, et ça c'est quelque chose qui devient un peu inquiétant, je trouve. Jordan Lloyd, on va avoir le temps d'en parler, puisqu'il lui l'a décrit, justement ce manque de créativité après la défaite à Milan. Ça, je trouve que c'est un gros point d'interrogation, encore plus à l'approche du sprint final. On retrouve moins ce qui faisait encore l'identité de cette équipe il y a quelques semaines. Et il y a quelque chose d'autre qu'on retrouve et qui est un facteur commun aux quelques défaites qu'a connues Monaco récemment, c'est une réussite à 3 points. En face, on va le voir, Milan qui a réalisé un carton à 8 sur 10, je crois, à 3 points. Voilà, cette équipe, elle tombe aussi sur des adversaires, on le voit, qui ont des forts pourcentages. Alors ça vient peut-être aussi de la défense. Au bout d'un moment, il faut se poser les bonnes questions, c'est-à-dire que des joueurs de ce niveau-là, ils marquent quand ils ont des bons shoots. Et du coup, peut-être que Monaco est pas assez impactant, peut-être que... Voilà. Donc, voilà, dans quel sens il faut prendre ces stats? Est-ce que c'est de la malchance? Au bout d'un moment, ça fait beaucoup. Et on voit les vals collectives de 103 pour Milan, contre seulement, il me semble, 72, je crois, 72 pour... 78 pour Monaco. Il y a quand même un gap énorme pour un match qui a été finalement serré. Bah oui, qui s'est finalement joué dans la dernière minute. Mais il y a presque 30 dévals de différence, quoi. Je rebondis aussi sur la réussite à 3 points des Monégasques. Ils sont seulement à 29%. Et quand est-ce qu'on rate ses shoots? Quand on n'a pas des bons shoots. Voilà. Et donc c'est la même chose, c'est-à-dire que peut-être que collectivement, après peut-être que l'absence de Calates, ça fait mal là-dessus, parce qu'on sait que c'est un chef d'orchestre et que lui, il arrive à mettre tout ça en place, sûrement. Mais bon, si jamais Monaco est dépendant d'un seul joueur avec un effectif comme ça devient dommage. Et Nick Calates qui va sans doute être encore absent quelques temps, il a été mis sur la touche, on le sait. L'AS Monaco a communiqué là-dessus aujourd'hui. On va écouter Vasilis Spanoulis. Vous allez voir, juste avant la mi-temps, il reste moins de 30 secondes à jouer. Il y a 49-42 à ce moment-là pour Milan. Écoutez la colère du coach de Monaco. On le comprend, Vasilis Spanoulis, il est hors de lui, l'équipe encaisse 49 points sur cette première mi-temps, et puis voilà, il retrouve pas son collectif.
J'ai envie de t'entendre, Ben, là-dessus. C'est toi le coach. Voilà, il essaye d'aller les piquer. Personne ne peut défendre sur personne. Il essaie d'aller chercher un peu l'ego des joueurs. C'est des scènes qu'on voit régulièrement sur des bancs, mais en effet, là, une belle colère. Et puis, comme je l'ai dit tout à l'heure, le deuxième carton défensif de Monaco, c'est pas acceptable. Puis ça vient derrière tout ça. Donc il vient les piquer, il vient les chercher, il vient les challenger. Au final, on peut pas dire que ça n'a pas marché, parce qu'ils reviennent dans le match, ils sont à -1, même peut-être qu'ils passent devant, je sais plus exactement. Ouais, ils repassent devant Eli Okobo qui permet à un moment donné. Même un Mathieu Strazel une fois 3 points. Donc voilà, on peut pas dire que ça n'a pas fonctionné, mais c'est pas possible de faire ça tous les matchs, quoi. Et puis très rapidement, je trouve aussi que ça symbolise toute la tension qu'il y a autour de la Roca Team depuis quelques semaines. On l'avait déjà identifié face aux Partisans avant la trêve. Là, on retrouve après la trêve et c'était extrêmement important pour lancer une dynamique dans le sprint final et beaucoup de tension. On l'avait vu lors de la Leaders Cup où pareil, il y avait eu une colère noire de Vasilis Spanoulis qui avait notamment dit il n'y aura plus de passe droit. Maintenant, seuls les meilleurs joueront. Il y a des problèmes d'attitude qu'on a malheureusement encore aperçus face à Milan. Ça va être le combat de Vasilis Spanoulis pour le sprint final. Gommer un petit peu tout ça. Il en a encore du travail avec cette équipe, le coach grec, messieurs. Il est temps de prendre un temps mort tactique. Johan, nous avons assisté à la première rencontre sous le maillot de l'AS Monaco en Euroleague de Daniel Theis. On a vu des choses différentes, des très bonnes choses dans les attentions défensives et offensives et des petites choses qu'il va falloir gommer aussi à l'avenir. Oui, on va juste préciser en préambule que Daniel Theis vient d'arriver après avoir passé 7 ans en NBA. C'est une nouvelle équipe, un nouveau championnat. Il va avoir forcément un petit temps d'adaptation. Donc on va lui donner justement un petit peu de temps. On va pas tout de suite lui tomber dessus. C'est pas du tout l'objet de cette palette. On va commencer par ce qu'on a aimé du match de Daniel Theis face à Milan avec les choses positives. Là, on est dans le 3e quart-temps avec Mike qui trouve un relais et qui trouve Daniel dans la raquette. Il fait parler toute sa puissance pour trouver après Jordan Lloyd tout seul. Là, il vient poser un premier écran et puis derrière un deuxième écran. On va décortiquer tout ça avec toi, Ben, pour justement lire un petit peu la science des écrans de Daniel Theis et tout ce qu'il va pouvoir apporter aux Roca Boys dans les semaines à venir. Et puis là, sa hargne, sa combativité, la volonté de se battre dans la raquette. Là, il va apporter son explosivité, du dynamisme aussi. Et donc, il vient récupérer un rebond offensif. Et puis derrière, il vient conclure l'action. On regarde justement une des premières actions au ralenti. On va la décortiquer. Là, ça va être un peu la science de Daniel Theis sur les écrans. Ben, je t'invite à me rejoindre. Tu vas pouvoir nous expliquer un petit peu tout ça et justement l'impact qu'il va pouvoir avoir dans cette équipe dans les prochaines semaines. Ouais, exactement. On voit Daniel Theis qui part du poste bas. Il va venir poser cet écran là sur Nicolo Menion, le défenseur de Mike James. Et là, il va pas vraiment le poser. Il va vite glisser, slipper, comme on dit. Il va venir dans cette zone. Et là, Mike James, il a envie de jouer avec lui. Donc, il va trouver un relais avec Alpha Diallo. Et là, c'est Nikola Mirotic qui passe devant. On voit que la passe n'est pas possible. Et là, Daniel Theis, intelligemment, il va faire ce qu'on appelle un Gortat move. Il va pousser son joueur qui va devoir du coup se retrouver sur la route du défenseur de Milan. Voilà, c'est Nikola Mirotic qui empêche le défenseur milanais d'intervenir sur Alpha Diallo qui a un lay-up tout seul dans la raquette. Ça, c'est très intelligemment fait de sa part. C'est des choses qu'on voit beaucoup en NBA et il vient d'amener ça à la Roca Team. Faut être costaud pour contenir Mirotic et le Day en même temps. Oui, là, il y a 300 kilos quasiment. Johan, Daniel Theis a aussi fait beaucoup de fautes dans cette rencontre. Il en a fait 5, ce qui l'a fait sortir du match dans le 4e quart-temps. Oui, ça c'est malheureusement l'aspect négatif de son match. Tout ne pouvait pas être parfait pour une première en Euroleague, évidemment. Là, sur cette action que l'on va regarder, ça symbolise plutôt ses difficultés en défense. Et là, ça va être important pour toi, Ben, d'essayer de nous expliquer quelle est la différence finalement entre les placements en NBA et en FIBA. On sait que l'Euroleague et la NBA, c'est légèrement différent. Et il met tellement d'impact, il fait parler toute sa puissance sur la pose d'écran. Là, on l'a vu un petit peu plus en difficulté sur ses phases défensives. J'ai envie de te demander de nous expliquer justement ces mouvements. Là, pourquoi ce manque d'impact? Là, c'est évident. Regardez, il y a Mirotic qui est ici. Lui, il est déjà là. Entre guillemets, attitude passive. La balle va arriver beaucoup trop facilement. Il n'est pas au contact. Mirotic peut faire ce qu'il veut. Il peut se retourner, se mettre face au cercle. Et il l'attaque tout de suite. Et on voit que là, il y a une faute. Regardez... Mirotic qui fait à peu près ce qu'il veut, il va provoquer la faute de lancer franc, ça c'est 2 points garantis avec un joueur de ce niveau-là. Et sur la deuxième action, c'est exactement la même chose. Et là,
C'est même un peu plus grave, regardez. Le temps, le score, voilà. Mirotic arrive, la même situation, il est encore derrière. Ce qu'on aimerait, c'est qu'il essaye de contester cette passe. Peut-être que Mirotic peut recevoir la balle dans cette zone-là, ça sera plus la même chose. Voilà, il reste derrière, il a les bras en protection. Il vient pas essayer de contester cette passe. Mirotic il faut que Mirotic reçoive la balle dos au cercle. Mirotic, il va avoir la balle ici. Il va tout de suite. Il fait signe qu'il ne le touche pas et au final, il lui ouvre la porte. Il va venir driver ici et mettre un panier avec la faute. À ce moment-là du match, c'est voilà, il veut. La NBA, c'est beaucoup moins. On va dire que les arbitres sont beaucoup plus durs sur les contacts, notamment dans ce genre de situation-là. Daniel Theis, il va falloir qu'il se remette au jeu FIBA. Il le connaît très bien, il n'y a pas de souci. Mais on a le droit de mettre de l'impact, on a le droit de pousser avec le corps, sans faire n'importe quoi. Mais il va falloir être un peu plus présent et on va l'attendre là-dessus. Il va attendre ça. C'est étonnant justement de le voir mettre autant d'impact et de faire parler toute sa puissance sur la pause d'écran et de le voir un peu plus passif. Justement, tu parles de contester justement les ballons, mais là on le sent un peu plus passif, il met pas les mêmes ingrédients et ça va être justement sa marge de progression dans les semaines à venir. Après, il va reprendre du rythme, il a pas beaucoup joué, ça fait longtemps qu'il est en NBA, il va falloir qu'il s'y remette. Spanulis l'a impliqué très vite, je trouve. Il est arrivé il y a pas longtemps, il était dans les 5 majeurs. Donc voilà, il va falloir qu'il s'y remette. C'est un excellent joueur, il n'y a pas de souci. Mais sur ce genre de situation-là, on attend un peu plus. Il va apprendre très vite. Daniel Theis, si vous aimez les belles passes décisives et les gros dunks, vous allez être servi dans le top 5 de la semaine des meilleures actions d'Euroleague. Williams, hook pass to Bartolomeo right now. Javian Williams, everybody's best friend. He's sharing the sugar. Francisco dishes. Bukevicius, no real estate, but behind the back pass to Smailagic for the 2. How about that? Solid pick before attacking the glass and splits a trio of Alba Berlin defenders to finish with a left-handed flush. Perfectly played pick and roll. Baldwin! Well, hello, Wade. Welcome back to Maccabi, baby. Wade Baldwin goes at his old club. Lucic, one-on-one. Against Thomas, oh my word, Vlad Lucic takes that one to the back and On fait un petit point sur le classement de l'Euroleague et c'est vraiment toujours aussi serré dans ce top 10, même au-delà du top 10 avec l'Olympiakos qui maîtrise toujours sa saison, 74% de victoire. Fenerbahçe juste derrière qui a un match en retard qu'il va disputer contre Paris ce soir. Le Pana donc à la 3e position et on retrouve donc derrière Monaco, l'Étoile Rouge, le Bayern à égalité, le Partizan et Milan qui complète le top 9, la fin des play-in avec le Real qui se remet dedans à égalité avec le Barça. Ça va quand même pas super bien pour les clubs espagnols cette saison et puis là on peut le dire, c'est fini pour l'Asvel, 15e et qui aura beaucoup trop de mal à aller accrocher les play-in. C'est l'heure de la rocage, messieurs, on va élire les MVP. Vos MVP de la semaine. Je sais que ça a été très difficile cette semaine. On va commencer avec toi, Johan. Moi, j'ai choisi de mettre en lumière Jordan Lloyd qui avait très bien commencé sa semaine face à l'Asvel en Coupe de France. 23 points, tout proche de sa meilleure marque de la saison où il avait inscrit 24 points en championnat face à Cholet au mois d'octobre. Je l'ai trouvé dans la continuité finalement de sa très bonne performance en Coupe de France dans le premier quart-temps face à Milan. J'insiste dans le premier quart-temps parce que c'est lui qui a marqué les premiers points de son équipe face à Milan. Il est sur un 3 sur 3 à 3 points, mais derrière, il a été un peu plus discret. Il est sorti un peu de son match. Il est sorti des radars. On l'a quasiment plus vu, Jordan Lloyd. Donc j'insiste sur le premier quart-temps, la première mi-temps face à Milan. Et puis hier, il a encore été très bon, je trouve, face à Cholet avec 11 points, 6 rebonds, 5 passes décisives, une bonne évaluation parmi les meilleurs de son équipe. Un très bon Jordan Lloyd, malgré tout, encore une fois, avec 3 compétitions différentes.
Ben, quel est ton MVP cette semaine? Moi, j'ai choisi Mathieu Strazel. Voilà, j'aurais pu partir sur Okobo, sur Mike James, parce que les chiffres, ils sont au-dessus. Il n'y a pas de souci. Mais c'est des joueurs dont on attend beaucoup plus. Et Mathieu Strazel, je le trouve constant, je le trouve impliqué défensivement, je le trouve sérieux. Il met les shoots quand il faut les mettre. À Milan, c'est lui qui met ce gros shoot pour revenir ou passer devant. Hier, contre Cholet, il fait encore un match, il a 12 points, 5 passes décisives. Voilà, moi je trouve qu'il s'installe en patron, il profite bien du fait qu'il n'y ait pas Calates, même si quand il y a eu Calates, il jouait, il était bon. Donc moi je suis fan de ce qu'il fait et on attend plus des, entre guillemets, cadors. Matthew Strazel contre Jordan Lloyd, donc cette semaine pour être élu MVP de la semaine. Ça va se départager autour... Un petit jeu? Notre petit jeu, oui, forcément. Je sais que vous adorez ça. Ouais. Alors la dernière fois, vous aviez eu un petit peu de mal à comprendre ce que j'attendais de vous. Donc on va repartir sur les maillots avec les parcours des joueurs de Monaco. Donc voilà, il faut retrouver en fonction du parcours des maillots portés par le passé de ces membres de Monaco. On a compris les règles, ça devrait aller. Allez, c'est parti. Corneli. Peter Corneli. Un pot, ouais. 1-0 pour Johan. On passe au deuxième joueur. LDLC. Johan Bégarin. Non, Strazel. Mathieu Strazel. Ouais, Strazel. Ouais. Un partout. Troisième joueur. Ce serait pas Mam? Ouais. Mam Jaité, tout à fait. Johan 2-1. C'est serré. C'est serré, les amis. Alors, personne suivante. Ah, c'est Dimo, ça. Ouais. Ah non. C'est Houston, j'ai été trompé. C'est pas du tout Dimo. Qui c'est qui a joué à Houston? C'est pas Houston, les amis. Ah si, c'est Houston City. Ouais. Allez, c'est pas un joueur, les amis. Ah bah Spanoulis. Mais oui, c'est Vasilis Spanoulis. Tout à fait. Deux partout. Il nous fait des pièges. Paris, Celtics. Non. Deux partout pour l'instant. Une petite réponse? Non, attends. Oui, du Johan Bégarin, tout à fait. C'est le 3-2. On attend pour une dernière? Il a été drafté, mais oui. Allez, on fait la dernière. Ah, c'est Dimo, ça. C'est Dimo, voilà. Mais égalité. 3 partout, c'est une égalité. Eh bien, Jordan Lloyd et Matthew Strazel seront tous les deux élus MVP. J'ai l'habitude de dire qu'il n'y a qu'un seul MVP de la semaine, et finalement il y en aura deux. On avait du mal à choisir. C'est vrai, vous aviez du mal à choisir, finalement, ça traduit parfaitement cette indécision. Messieurs, la nouvelle recrue de la Roca Team, Daniel Theis, a effectué ses 3 premiers matchs cette semaine. Nous avons eu la chance de le rencontrer lors de sa présentation à Monaco. Le champion du monde 2023 avec l'Allemagne nous a accordé un entretien à la salle Gaston Médecin. Image Grégoire Bosque-Bierne et Clément Nestor. Au son Johan Lemat, montage Michael Vuche. Hi, this is Daniel Theis and I'm here for Roca Sphere. Let's go. Daniel, hello, welcome to Monaco. Are you happy to be here and have you had the time to visit the city? First of all, thank you, and I'm very happy to be here. I'm excited. It's been busy days with all the medical stuff, some interviews, media, photo shoot for also for the EuroLeague and stuff. Today the weather's better, so hopefully I got some time to explore the city. Tell us, how did the negotiations go? Did the club approach you first, or was it the other way around? After I got waived, so basically like I'm free agent, I was considering all the options, and then obviously agents do most of the work, but they was telling me that Monaco's interested, and I know that Spanoulis was a coach here, so the ways were pretty short. I talked to Coach Spanoulis, we jumped on a phone call and just stayed in touch from there. Some media have reported that you declined offers from the NBA and other European clubs, notably Panathinaikos, the reigning champion, which offered you a better contract. Is that true? For me, it was more about the opportunity and the vision to play. Like I said,
Coach was a big part of it. From the first talk we had, that he likes the way I play, what I can bring to the team, the winning basketball, and honestly, like, I miss just playing basketball, like not worry about all the NBA, like trade and wave, things that can happen. So I'm like, just focus on basketball and just hopefully play a long season here. You saying the day after the Rocket team's defeat in the Leaders Cup final, did you follow the competition? I did follow it. I also talked to coach, and during the cup, I texted him after the games, after the good wins, and obviously I followed the games. And I was hoping, obviously, today they're going to win the cup, and then I join on Monday in a better mood. But obviously we got 3 more titles we can win. What did you think of the team? It's good. They play offense, like I think more consistent on defense. That's a big point. I think in the final they gave up a lot of points, and I think it's hard to win games. And then especially in like the EuroLeague, I think defense is very important. The arrival of Vasilis Spanoulis during the season radically changed the team's playing style. Is that a style of basketball you like? Definitely. I mean, like I said, first of all, you have so many good guards who can create, score, and get so much attention. It's easy to play as a big. Like in the pick and rolls, they're gonna hard show a lot. I mean, when they have ISOs like Mike or Elio Kobo, they're gonna get double teamed because teams don't want them to play and to score. So, big part of it is the ball movement. When I watch games or watch clips, I got afterwards, it's a lot of ball movement. Find the next shot, find the right shot. You can play both center and power forward. Do you know already in which position you will be playing here? No, we haven't talked that specific, but I think I give the team a different look, especially playing center. I can play different coverages. I can switch, I can play aggressive, I can play in the drop, and offensively the same. Like I can roll, pop to the mid-range and just run the floor. So I think it's like a different level. Have you identified what you can bring to the team, especially to the front court alongside Papagiannis, Moti Jonas, Blossom Game and the other? I think if you know me how I play, I always play hard. Like there's always like 110% for me, like every loose ball, every rebound, blocking shots. Also not everything goes on the stat sheet. Like I like setting screens. I got good guards, I got good wings. They come off screens for create or scoring, and like I like setting screens. Monaco has a particularly talented backcourt with players like Mike James and Elio Kobo, players who enjoy to play with big men. Your relationship with them will be crucial. No, I'm very excited. Like I said, they draw a lot of attention, and for my years in the NBA, I know how to play with guards that draw a lot of attention. Like I said, I think I'm gonna make their lives easier as well, like with setting screens, hard screens, so they get open. And like I said, I'm just excited. I'm just excited to get it going. It's gonna be not many practices. We go right into games, but I think that might be even better. Daniel, you played 8 years in the NBA, notably with the legendary Boston Celtics, with whom you reached the NBA Finals against the Stephen Curry Warriors. What does it feel like to wear the jersey of one of the greatest clubs in the basketball history? It meant a lot. It was my first NBA team. I spent most of my time there, and I still have friends in the organization. I still talk to this day, like to Jaylen Brown, Jason Tatum a lot. I see them in the summers. We go out for dinner or even play golf. Just like the relationships also, and then obviously like just the Celtics, when you played on this team, going on the road even, there's so many fans all over the world. You're a center. Do you remember your best strong dunk in NBA? One especially? When I was a little younger, I had a lot of dunks. No, I don't know. I think my first or second year with the Celtics, I had a nice alley-oop dunk over Anthony Davis. That's one I remember. What did that experience in the US bring you? You learn a lot about yourself, and basketball-wise, it also from the personal and human standpoint, just
with all the trades, what can happen, it's not always easy. And for now, like for me, this chapter is closed right now, and I'm just looking forward. Like I said, this new opportunity, this challenge for me, and just find the joy of playing basketball a lot. Since 2021, you have been with 6 different teams, not counting OKC, which waived your contract. Did you feel rejected by the NBA? In the beginning, you definitely feel like this, but if you're long in the NBA, you know it's part of the business. Sometimes it's not about if a team wants you. Sometimes just about salary cap, like dumping contracts and money. So you gotta learn to see it more from the business standpoint. Evan Fournier is having a great time here in Greece with the Olympiacos, but he admits there is a huge gap between the level of play in NBA and in Europe. What do you think of the EuroLeague level, having played with the highest level both in club and international basketball? I think I can give you a better answer after my next EuroLeague games, but I think the EuroLeague definitely the competition got better and better every year. Especially I like the more games, and I think that you can tell more players are even coming from the NBA or even staying here. So I think guys like Mike James, Shane Larkin, they had opportunities to go in the NBA, and they stayed here because they wanted to had a big role on the team, just play basketball and enjoy. You know, you might have the chance to face your national team friends in playoff. That would be very funny, very interesting. You would like it? Because my best friend is playing on this team with Elias Harris. Obviously, we talk a lot, and he tried to recruit me as well. But if we play them in the playoffs, there's no friends on the court for this 40 minutes. We're going to go to war. Daniel, you have experience in big games. You are a world champion after beating the United States in the semi-final, where you had the best efficiency rating of the game. Is that something also you can bring to Monaco, this kind of experience? Of course. It's similar basketball, like the FIBA basketball, EuroLeague basketball. It's all very similar. And the run we had with the national team this year, winning the World Cup undefeated, was something special. It's going to bond us forever, and it's going to be a part of me and my history of playing basketball always. And hopefully I can bring exactly this winning mentality, this winning part to Monaco, and we're going to have the EuroLeague trophy on May 25th, I think. So that's a goal. Daniel, to finish, what can we wish you for this season? Trophies. A lot of wins and a lot of trophies. That's all that matters to me. Thank you, Daniel, for your time, and enjoy your time in Monaco. Perfect. Thank you. Thank you. Bien fait! Daniel Theis qui se met en évidence les premiers pas du champion du monde allemand avec la Roca Team. I am here now. Voilà, magnifique entretien en compagnie de Daniel Theis. Messieurs, le temps passe vite. On attaque le dernier quart-temps. Monaco qui va donc affronter Paris mercredi soir. Paris qui va toujours aussi bien finalement cette saison. Les Parisiens qui l'ont emporté à domicile contre le Bayern Munich 93 à 88. Je crois que c'est le 6e succès sur les 8 derniers matchs de Paris. Ben, cette équipe... on s'attendait peut-être à un moment à ce que ça baisse, ça a baissé, et puis finalement ça remonte. Elle ne déçoit pas cette équipe cette saison. Oui, en fait c'est TJ Short, ce petit bonhomme là, il est tout simplement fabuleux. Quand ils ont perdu des matchs, c'est quand il n'était pas là, quand il était blessé. Ils ont une intensité phénoménale. Ils jouent à 2000, ils prennent des risques, ils sont pleins de culot, on va dire. Ils ont peur de rien, et ça va être un super match. Voilà, les deux équipes sont à égalité. Paris, ils n'ont pas grand-chose à perdre, ils ont gagné au match aller. C'est un beau challenge pour Monaco de relever ce défi, ça va être hyper intéressant à voir. Ouais, Paris qui est quasiment en plus assuré de finir dans les play-in au minimum, donc la saison elle est réussie. Ah bah c'est génial pour eux, voilà, on les attendait pas là, eux ils croquent dans leur saison à pleines dents, depuis 3 ans ils progressent étape par étape, l'Eurocup, l'Euroleague. C'est génial, c'est un peu, voilà, c'est
c'est pas un derby, mais c'est ce match qu'on suit. Voilà, Paris-Monaco en France, maintenant, c'est un classique. Johan, Ben en parlait juste avant, il y a un joueur qui marche sur l'eau cette saison, c'est ce petit TJ Short qui est... on va voir les stats dans quelques instants, qui est sur des bases de MVP. C'est incroyable ce qu'il est en train de réaliser. C'est fou, et on va juste préciser que c'est sa première saison en Euroleague. Il avait découvert l'Eurocup la saison précédente, donc quelque part, il est en apprentissage du plus haut niveau. Il apprend vite. Et ouais, c'est ce que j'allais dire. Moi, je suis complètement étonné de le voir être. Enfin, il dégage une telle facilité. Quand on regarde un petit peu ses stats, il a quand même la deuxième meilleure évaluation de l'Euroleague derrière Sacha Vezenkov, MVP en 2023. Il est 5e meilleur marqueur de l'Euroleague. Il est celui qui provoque le plus de fautes devant Théo Malédon, 6,4 par match. Il est celui qui marque le plus de 2 points par match. Voilà, il est, je pense, en tout cas, dans la course au MVP. Je sais pas ce que tu en penses, Ben, mais pour moi, il est dans la discussion. Encore une fois, il faudra voir les résultats de Paris en fin de saison, puisque c'est ça qui permet d'élire un MVP. Mais dans la discussion, parce qu'il faut en parler, mais bon, il y a quand même quelqu'un qui marche sur tout le monde. Ouais, il y en a un qui a un peu un cran au-dessus, mais en tout cas, voilà, pour revenir sur TJ, le fait qu'il joue sa première saison en Euroleague. Titi est quand même un joueur comme Mirotic qui fait une super saison, on en parlait tout à l'heure, qui était encore deuxième en termes d'éval avant cette dernière journée. Et TJ Shorts vient de passer devant. L'histoire est magnifique. MVP de la Champions League il y a 3 ans, l'année dernière l'Eurocup, cette année dans la discussion pour l'Euroleague. Enfin, c'est fabuleux. C'est fabuleux. Et derrière Sacha Vezenkov, c'est pas n'importe quoi quand même. Oui, franchement, il est pas très loin de Sacha Vezenkov. Donc, puis encore une fois, moi je sais pas ce que t'en penses, Ben, mais le fait d'être capable de s'adapter aussi vite à ce que demande l'Euroleague, à ce qu'impose cette compétition-là, encore une fois, il découvre et il est. En fait, c'est ça. Je me permets. En fait, il s'adapte pas. Il joue son jeu. Ça fait 2-3 ans avec ce groupe-là, l'ancien coach Issalo. Ils avaient une méthode de jeu qu'ils ont gardée, donc ça fait 3 ans, Paris, ils jouent de la même manière. Et en fait, ils s'adaptent pas. Ils jouent leur jeu. Et ça fonctionne. Ils passent les étapes les unes après les autres sans se prendre la tête. On voit leur petit rituel d'avant-match où, je sais pas si quelqu'un a l'occasion de voir ça sur les réseaux ou peu importe, c'est tout à fait génial à voir. Ils ont une cohésion, ils sont... Voilà, une équipe. On le voit vraiment, c'est une équipe. Ils sont fabuleux à voir, ces Parisiens. Moi, je suis totalement fan. Bien sûr, on va être derrière Monaco. Mais ce match-là, il est à ne pas rater. Il y a une revanche à prendre en plus. Exactement. 2 matchs perdus face à Paris cette saison. Donc les Rocaboys, je pense, auront à cœur de signer une première victoire contre Paris cette saison. Mais si on termine avec un petit mot sur les espoirs, après 7 victoires consécutives, les jeunes de la Rocket Team se sont inclinés sur le parquet de Cholet. 97-82 encaissés par les joueurs de Michael Pivot. Côté monégasque, un double-double à noter pour Soumaïla Koïta, 17 points et 10 rebonds pour le géant pivot français de 2m16. Grosse performance pour le Choletais Aaron Towo-Nancy, 22 points, 7 passes et 2 rebonds. Petit coup d'arrêt pour Monaco qui occupe donc la 5e place du championnat espoir avec 65% de victoires. Un championnat ultra dominé par Bourg-en-Bresse avec 90% de victoires. Les espoirs de l'AS Monaco que vous pouvez retrouver dans la série documentaire produite par TV Monaco, Les Pépites du Rocher, série à retrouver sur notre plateforme tvmonaco.com. Le prochain rendez-vous basket en direct sur TV Monaco, ce sera donc mercredi, déplacement de Monaco à Paris, match comme d'habitude commenté par Colin Bourgeat et Laurent Sierra, coup d'envoi à partir de 20h30, prise d'antenne 15 minutes plus tôt à 20h15. Merci Ben, merci Yo pour être... merci à vous. De ce retour, ça fait plaisir quand même de s'être retrouvé après 2 semaines de break. C'est trop long. Ça nous avait manqué. Eh ben, on se retrouvera dès la semaine prochaine pour Rocasphère. Rendez-vous 19h50. On a une petite surprise qu'on vous garde sous la main pour la semaine prochaine. On va se quitter avec, comme d'habitude, le Magic Moment. Et cette semaine, ce sera ce magnifique dunk. Vous l'avez vu, le poster de Peter Corneli face à Milan. Bonne semaine à tous sur TV Monaco. Corneli, bien fait, Peter Corneli.